19h, merci de nous rejoindre sur Al24 News. Madame, monsieur, bonsoir. À la une de l'actualité. Le bilan du génocide sioniste à Gaza ne cesse de s'alourdir. 66 005 Palestiniens sont tombés en martyrs depuis le 7 octobre 2023. Les destructions et la violence à Gaza n'ont laissé aucun endroit sûr pour les Palestiniens. Philippe Lazzarini, commissaire général de l'UNRWA, attire la sonnette d'alarme pour la énième fois. Le Parlement iranien condamne ce qu'il qualifie de sanctions illégales réimposées par les Nations Unies en raison de son programme nucléaire. Dans le cadre de sa participation à la réunion de haut niveau de l'Assemblée générale des Nations Unies, le chef de la diplomatie algérienne Ahmed Attaf s'entretient avec nombre de ses homologues. Et puis nous irons ce soir au Maroc où une manifestation populaire pacifique pour dénoncer des décennies de répression, d'inflation et de médiocrité médicale a violemment été dispersée par le Marzen. Plusieurs dizaines d'arrestations parmi les manifestants. Bienvenue à vous, mesdames et messieurs. Si vous venez de nous rejoindre, on entame cette édition avec le bilan du génocide sioniste à Gaza, un bilan qui ne cesse de s'alourdir depuis le 7 octobre 2023. À ce jour, 66 005 Palestiniens sont tombés en martyrs et 168 162 autres ont été blessés. Rien que durant les dernières 24 heures, les dépouilles de 79 martyrs ont été transférées vers les hôpitaux de l'enclave et c'est sans compter les centaines de blessés qui affluent sans cesse au quotidien. Les Palestiniens de Nusayrat ont vécu l'horreur hier soir en raison de l'intensification des bombardements sionistes. Ils étaient des dizaines ce matin aux alentours de l'hôpital Al-Aouda à faire leurs adieux aux martyrs tombés pendant la nuit. Au moins 5 personnes sont tombées en martyrs dans le quartier d'Al-Nasr à Gaza. Selon les autorités sanitaires locales, les médecins ont signalé le martyr de 16 autres Palestiniens lors de frappes contre des maisons dans le centre, portant le bilan des martyrs à au moins 21. Qui a permis cela? Quel genre de monde sourd? C'est quoi ce monde injuste? Nous ne demandons plus rien à ce monde. Cela fait longtemps que nous ne demandons rien à ce monde. L'enfant, la personne âgée et la femme sont tous des cibles. Il n'y a aucun endroit sûr. Nous avons quitté Gaza pour rejoindre une zone humanitaire sûre, mais il n'y a aucune sécurité. Et face à cet afflux de victimes, le grand hôpital de la ville de Gaza, qui fournit à la fois des soins médicaux et un refuge, est soumis à une forte pression alors que les forces sionistes progressent et que les réserves de carburant diminuent. L'hôpital Shifa, le plus grand établissement médical de l'enclave palestinienne, constitue une bouée de sauvetage pour les résidents en quête de soins et de sécurité. Malheureusement, la survie de cet hôpital est de plus en plus incertaine, les chars sionistes se rapprochant et les réserves de carburant étant extrêmement faibles. Nous continuons de fournir des soins médicaux à la population de Gaza malgré l'invasion en cours et l'approche des chars de l'hôpital et les bombardements incessants. Nos équipes sont dévouées à leur mission. Si Shifa cesse de fonctionner dans des circonstances difficiles, ça sera une catastrophe pour la ville de Gaza. Des centaines de milliers de personnes déplacées restent ici et si cet hôpital cesse de fonctionner, des milliers de personnes mourront. À Khan Younes, dans le sud de la bande de Gaza, des milliers de Palestiniens déplacés affrontent une crise humanitaire sans précédent. Face à la pénurie et à la flambée des prix, les cuisines caritatives deviennent leur dernier espoir pour espérer obtenir un repas chaud. Le récit, Maria Chouyer. Les files d'attente sont longues. Hommes, femmes, enfants. Ils font la queue pendant des heures dans l'espoir d'obtenir de quoi tenir jusqu'au lendemain. Chaque gamelle de riz ou de soupe est une victoire, un moment de réconfort vital pour des familles brisées, déplacées pour la énième fois pour la plupart d'entre elles.
Vous voyez comment ça se passe à la cuisine caritative. La nourriture est chère au marché, tout comme les produits de première nécessité. Nous n'avons pas les moyens d'acheter. L'aide américaine est disponible. C'est l'aide à la mort. Nous ne pouvons pas y accéder ni en tirer quoi que ce soit. C'est la mort. Alors nous devons en venir à la cuisine caritative. Après avoir été déplacés du Nord, il est devenu difficile de se procurer de la nourriture. Parfois, nous en recevons et parfois, nous rentrons chez nous les mains vides. La situation est très difficile. Nous arrivons très tôt pour chercher de la nourriture pour nos enfants. Parfois, le stock de nourriture est épuisé avant même que nous en ayons. Nous rentrons bredouille. Face à l'ampleur des besoins, les ressources sont maigres. Une situation dramatique qui laisse des milliers de personnes dans une précarité alimentaire alarmante, aggravant encore la crise humanitaire à Gaza. La nourriture fournie par la cuisine caritative ne suffit pas. 1 millier de personnes viennent chercher de la nourriture qui ne suffit que pour 500 personnes. Le propriétaire ou le responsable de la cuisine caritative assure de quoi nourrir 5 personnes, mais sa famille est composée de 10 personnes. Ce que nous subissons ici n'a pas été vécu par une autre nation depuis des siècles. Ici à Khan Younes, cette ville devenue un immense camp pour les déplacés fuyant la destruction massive, les visages marqués par la fatigue et l'angoisse trahissent la souffrance d'une faim constante. Toutes ces personnes déplacées attendent patiemment, parfois désespérément, un peu de répit au milieu de cette crise condamnée à rester. Les destructions et la violence à Gaza n'ont laissé aucun endroit sûr pour ses habitants palestiniens. C'est ce qu'a déclaré le commissaire général de l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient. Philippe Lazzarini a également appelé les États membres de l'ONU à intensifier les mesures visant à résoudre les cycles récurrents du conflit israélo-palestinien et à rétablir la paix dans la région, en plus de reconnaître l'État de Palestine. Dans une récente interview accordée à la CGTN à New York, Lazzarini a souligné que Gaza a été dévastée par des attaques détruisant des installations essentielles et faisant un nombre impressionnant de victimes, d'affamés, mais également de déplacés. Au cours des 20 derniers mois, nous avons déjà constaté une destruction totale. Nous avons constaté qu'il n'y a absolument aucun endroit sûr pour les Gazaouis. Nous avons vu des centres de santé, des hôpitaux, des écoles et des sources d'eau pris pour cible. Nous avons constaté un bilan démographique considérable. Plus de 65 000 personnes ont été tuées, dans une grande majorité de civils, de femmes et d'enfants. Gaza est également décrite comme une zone de famine. La famine a été déclarée et des semaines après, toute une population du Nord est à nouveau contrainte de se déplacer. En fait, toute la population est forcée de se déplacer du Nord vers le Sud. Elle sera parquée dans le Sud comme une immense prison à ciel ouvert ou un camp de concentration surpeuplé. Pour Philippe Lazzarini, il est utile d'obliger les États membres à faire preuve d'un engagement réel et sincère en faveur d'une solution politique et s'investir davantage dans un processus de paix à Gaza et dans toute la région. Il est vrai qu'aujourd'hui, plusieurs pays reconnaissent également l'État de Palestine. En réalité, ils rejoignent les 140 États membres qui l'ont déjà reconnu. Je crois qu'il s'agit d'une étape importante. C'est aussi une façon de dire que nous devons le faire maintenant, car nous n'avons jamais été aussi éloignés de la réalité d'une solution à 2 États. Et si nous ne nous réveillons pas maintenant et ne nous engageons pas politiquement en faveur d'une telle solution, celle-ci pourrait bien ne jamais se concrétiser. Je crois qu'il est utile d'obliger les États membres à faire preuve d'un engagement réel et sincère en faveur d'une solution politique et à s'investir davantage dans un processus de paix. Justement, le président américain Donald Trump a exprimé son optimisme ce dimanche quant à l'approche d'un accord pour mettre fin au génocide à Gaza, affirmant qu'il y a une réelle chance de mettre un terme à cette violence au Moyen-Orient. Trump qui n'a pas fourni de détails spécifiques sur un éventuel accord de cessez-le-feu à Gaza, mais en revanche, le vice-président J.D. Vance a déclaré de son côté à Fox News Sunday que de hauts responsables américains étaient plongés dans des négociations très compliquées avec l'entité sioniste et des dirigeants arabes. Le gouvernement espagnol a rejoint de son côté l'alliance du groupe de La Haye, composée de 34 pays, dans le procès intenté devant la Cour internationale de justice contre l'occupation
sioniste et pour mettre fin à son impunité pour les massacres commis dans la bande de Gaza, selon la chaîne d'information Euronews. Cette décision a été prise dans le cadre de réunions de l'Assemblée générale des Nations unies où Madrid a annoncé qu'elle le demanderait, que l'entité sioniste soit traduite devant la Cour internationale de justice et que des sanctions supplémentaires soient prises à l'encontre de l'occupation qui poursuit son génocide et son extermination des Palestiniens à Gaza. Le Premier ministre australien Anthony Albanese a réaffirmé ce dimanche le soutien de son pays à la création d'un État palestinien. C'était lors d'un discours à la conférence du Parti travailliste britannique à Liverpool. L'Australie, on le rappelle, a officiellement reconnu un État palestinien aux côtés du Canada et de la Grande-Bretagne dans le cadre d'un effort visant à relancer l'élan en faveur d'une solution à deux États qui commence par un cessez-le-feu à Gaza. Dans l'opposition, j'ai toujours apprécié pouvoir partager des idées et comparer mes expériences. Au gouvernement, j'apprécie les occasions de collaborer et d'obtenir des résultats, agir ensemble sur les enjeux qui comptent vraiment. Pour nos deux nations et pour le monde entier, qu'il s'agisse de rester unis avec la coalition des volontaires pour garantir la paix et de travailler ensemble pour briser le cycle de la violence au Moyen-Orient et construire un monde meilleur en reconnaissant l'État de Palestine comme une étape vers la solution à deux États. As a step towards the two-state solution. Et vous le savez sûrement, une flottille de bateaux humanitaires surnommée Thousand Madeleines a quitté Catane en Italie ce samedi en direction de Gaza. À son bord, les militants ont déclaré qu'ils transportaient des fournitures humanitaires destinées aux civils de la bande de Gaza, où l'entité sioniste maintient un siège absolu. Le départ de Sicile intervient un jour après que la flottille mondiale Soumoud eut défié les avertissements répétés des forces sionistes qui affirmaient qu'ils utiliseraient tous les moyens nécessaires pour empêcher les bateaux d'atteindre l'enclave ravagée par le génocide. Une cinquantaine de navires civils participent à cette initiative, rejoints par des parlementaires, des avocats et des militants, dont la militante suédoise pour le climat Greta Thunberg. Aujourd'hui, les peuples du monde entier embarquent à nouveau à bord d'une flottille pour briser le blocus illégal imposé par Israël à Gaza, qui les empêche d'accéder à leurs eaux territoriales, de pêcher, de commercer ou d'importer de la nourriture. Nous devons garantir leurs droits afin qu'ils n'aient pas besoin d'aide ni de flottille. Ils peuvent vivre comme tout le monde. Il y a des risques, mais certaines choses valent la peine d'être risquées. Et chaque fois que j'ai peur, je pense que les Palestiniens n'ont pas le choix de prendre des risques ou non. Ils doivent vivre avec la peur de la mort au quotidien. Tant que leurs droits ne seront pas garantis, aucun des nôtres ne le sera. Alors, ça vaut la peine de prendre des risques. Il est clair que tous nos mouvements dans nos villes ne poussent pas les gouvernements à agir. Mais la flottille Soumoud, qui fait actuellement route vers Gaza, nous l'a parfaitement démontré. Dès qu'on se retrouve dans l'eau, à la frontière face à l'entité génocidaire, le gouvernement est prêt à intervenir. Cela illustre la puissance de ces flottilles de la liberté et de ce mouvement et explique pourquoi l'occupation craint tant que chaque jour des Européens abandonnent leur vie en décidant de naviguer vers Gaza pour tenter de protéger la vie humaine, la dignité, les droits humains et le droit international. Ainsi, même si les dangers de cette mission sont certes très élevés, chaque membre de l'équipage risque sa vie pour tenter de faire changer les choses, mais en même temps, il n'y a pas d'autre choix. Le temps des discussions est révolu. Dans l'actualité également, le Parlement iranien a condamné ce dimanche ce qu'il a qualifié de sanctions illégales réimposées par les Nations Unies en raison de son programme nucléaire. La Grande-Bretagne, la France et l'Allemagne ont lancé un appel au Conseil de sécurité des Nations Unies pour rétablir un embargo sur les armes et des sanctions contre l'Iran accusé d'avoir violé un accord de 2015 visant à l'empêcher de développer une bombe nucléaire. Le président du Parlement iranien, Mohammad Bagher Ghalibaf, a averti les puissances européennes que cette décision entraînerait une réponse sévère. Regardez.
L'Iran ne se considère pas non plus tenu d'adhérer à ces résolutions illégales, notamment la suspension de l'enrichissement de l'uranium. Et nous pensons que notre droit à l'enrichissement est toujours reconnu par le droit international aujourd'hui. Nous déclarons que si un pays tente d'agir contre l'Iran sur la base de ces résolutions illégales, il s'exposera à une réponse réciproque et sérieuse de la part de l'Iran. Et les 3 pays européens à l'origine de cette action illégale seront également témoins de notre réaction. Nous le disions en titre dans le cadre de sa participation à la réunion de haut niveau de l'Assemblée générale des Nations unies. Le ministre d'État algérien, ministre des Affaires étrangères Ahmed Attaf, a eu des entretiens bilatéraux ce dimanche avec le ministre allemand des Affaires étrangères de la République fédérale d'Allemagne, Johann Wadephul. Cette rencontre a été l'occasion de passer en revue le dialogue politique privilégié et le partenariat économique solide qui unissent l'Algérie et l'Allemagne, ainsi que d'examiner les perspectives de consolidation et d'élévation de ces relations bilatérales au plus haut niveau dans le cadre de la préparation de la visite du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, qui est donc prévue en Allemagne. Les 2 ministres ont également abordé un certain nombre de questions internationales et régionales, telles que la situation actuelle au Moyen-Orient et les développements dans la région du Sahel. Dans le même contexte, le chef de la diplomatie algérienne a eu des entretiens bilatéraux avec la directrice générale de l'Organisation internationale pour les migrations, Amy Pope. La réunion a été consacrée à l'examen des différents aspects de la coopération institutionnelle entre l'Algérie et l'OIM et à l'exploration des moyens de la renforcer pour permettre une résolution efficace des différentes questions liées au phénomène migratoire en prévision de la prochaine visite d'Amy Pope en Algérie. Ahmed Attaf a par ailleurs eu des entretiens également aujourd'hui à New York avec le ministre des Affaires étrangères de la République arabe sahraoui démocratique, Mohamed Yeslam Baissat. La rencontre a porté dans un esprit de concertation et de coordination sur l'évolution de la question du Sahara occidental en préparation des prochaines échéances onusiennes prévues à cet égard, que ce soit au niveau de l'Assemblée générale ou du Conseil de sécurité des Nations unies. Cette rencontre a également permis de passer en revue les positions exprimées lors du débat général de l'Assemblée générale en soutien au droit inaliénable et imprescriptible du peuple sahraoui à l'autodétermination, conformément aux principes du droit international et aux résolutions pertinentes de l'Organisation des Nations unies. Direction le Maroc à présent. Plusieurs villes du royaume ont donc connu hier soir une mobilisation populaire sans précédent avec des marches et des manifestations simultanées dénonçant la cherté de la vie, la dégradation des services publics et la répression des libertés. Des dizaines de militants et de manifestants ont été agressés par les forces de l'ordre simplement pour avoir réclamé une amélioration du pouvoir d'achat et la fourniture d'un niveau minimum de soins de santé décent. Les détails sous Ila Kilal. C'est par la violence que les voix des manifestants sont muselées au Maroc. Ils s'étaient regroupés pour une manifestation populaire pacifique pour crier leur ras-le-bol et dénoncer des décennies de répression, d'inflation et de médiocrité médicale. Mais un important dispositif sécuritaire a été déployé pour juguler la colère d'un peuple fatigué par des crises économiques et sociales successives, exacerbées par la politique du Marzen. On est venu juste pour un sit-in. Ils ont commencé à nous intimider. Pourtant, nous sommes des gens pacifiques. Nous ne demandons rien d'autre que nos droits. Nos enfants meurent noyés en tentant de traverser la mer et nous ne faisons que regarder. Les universités de recherche scientifique ne sont pas habilitées et n'ont pas recours aux outils de recherche scientifique. Nous constatons dans certaines universités que 100 à 200 étudiants partagent un seul et même appareil. Qu'allons-nous apprendre avec un seul appareil ? L'étincelle de cette colère populaire s'est déclenchée à Agadir il y a 2 semaines, après le décès de 8 femmes suite à des accouchements par césarienne à l'hôpital. Un incident qui a déclenché la révolte des Marocains, d'abord contre la détérioration des services de santé, mais également contre la crise sociale qui sévit dans le royaume. Ma sœur est victime de négligence médicale. Ma sœur agonise. Ils ne veulent pas la soigner.
La situation des villages et hameaux au Maroc est plus grave que celle des grandes villes. Isolés, les villageois se retrouvent livrés à eux-mêmes, sans aucun responsable pour écouter leurs requêtes. On se déplace pour réclamer des routes, mais aucun responsable n'est disponible. Les Marocains se sont révoltés contre les politiques successives du Marzen, qui refuse de reconnaître son échec cuisant dans la gestion de la crise sociale et économique. Au lieu de cela, il réprime des manifestants pacifiques dans une escalade sans précédent qui laisse présager de plus graves troubles sociaux. Et toujours sur le continent, l'armée soudanaise a annoncé que ses forces avaient repoussé une violente attaque lancée par les forces de soutien rapide contre la ville d'El-Fasher dans l'état du nord Darfour, depuis les axes nord et sud. Dans un communiqué de presse, le commandement de la 6e division d'infanterie des forces armées soudanaises a déclaré que l'attaque avait été précédée d'un bombardement intense au petit matin sur des positions à l'intérieur de la ville, précisant que les bombardements du soir n'avaient fait aucune victime parmi les civils. Tout autre chose à présent, la Russie a déclaré ce samedi avoir mené des frappes contre les troupes ukrainiennes dans plusieurs directions et contrôlé 3 autres localités au cours de la dernière journée, tandis que l'Ukraine a confirmé ce samedi également une attaque de drone sur une station de pompage de pétrole dans la région russe de Tchouvachy. Les forces armées russes ont lancé des offensives dans des directions telles que Kharkov, Donetsk ou encore Zaporizhzhia et ont pris le contrôle de 2 localités à Donetsk et une localité à Dnepropetrovsk au cours des dernières 24 heures. C'est ce qu'a annoncé le ministère de la Défense, notant que les défenses aériennes russes ont également abattu 131 drones. Et au moins 4 personnes ont été tuées dans des frappes de drones imputées à la Russie et qui ont touché dans la nuit de samedi à dimanche la capitale Kiev. Il s'agit du premier bombardement majeur depuis la présumée attaque aérienne sur Kiev qui a tué au moins 21 personnes le mois dernier. Selon l'armée de l'air ukrainienne, la Russie aurait lancé un total de 595 drones explosifs et 48 missiles. L'Ukraine annonce également dans la foulée avoir abattu 566 drones et 45 missiles. En Inde, au moins 39 personnes ont été tuées et plus de 50 autres ont été blessées dans une bousculade survenue lors d'un rassemblement organisé par l'acteur tamoul Vijay qui fait campagne pour les élections. Vijay, l'un des acteurs les plus rentables du cinéma tamoul depuis 3 décennies, a attiré des foules massives à ses réunions publiques depuis le lancement de son parti politique en 2024 qui a ciblé à la fois le parti au pouvoir de l'État DMK et le parti Bharatiya Janata du Premier ministre Narendra Modi. Tamoul Vijay fait campagne en prévision des élections régionales qui auront lieu début 2026. Jusqu'à présent, 39 personnes sont décédées, dont 13 hommes, 17 femmes, 4 garçons et 5 filles. Dans l'histoire de notre État, jamais un si grand nombre de personnes n'avaient perdu la vie lors d'un programme organisé par un parti politique et une telle tragédie ne devrait plus jamais se reproduire. Sport football pour parler de cette qualification de la formation algérienne du Mouloudia d'Alger au deuxième tour préliminaire de la Ligue des champions d'Afrique. Une qualification sans trop forcer pour le MCA qui s'est imposé en match retour du premier tour hier soir au stade Ali Lapointe de Douera, 3-0 face aux Libériens du FC Fassel. Les Verts et Rouges avaient donc franchi un pas vers cette qualification dès le match aller en ramenant un précieux nul de Painesville, 0 partout. Non, le match a été très difficile. Nous avons joué contre le club de Fassel, que je considère comme très fort. C'est une équipe qui compte dans ses rangs des joueurs très talentueux. En défense, au milieu de terrain et même en attaque, ils jouent avec beaucoup d'énergie physique et d'intensité. Nous avons vu notre défense lutter pour contrer les attaques dangereuses de l'adversaire. Mais le plus important aujourd'hui, c'est de voir cet esprit d'équipe et sa force et la préparation des joueurs. L'équipe a pris le match très au sérieux et a fait preuve d'une grande force mentale, mais aussi d'un grand respect pour le club et les supporters, ce qui est très important.
Le coach sud-africain du MCA a fait l'éloge des supporters de l'équipe, affirmant qu'il vivait une expérience exceptionnelle sans précédent avec ce public, ce qui le motive et le stimule encore plus à travailler pour obtenir les résultats escomptés. Regardez. Tout d'abord, je tiens à souligner que tous les membres de l'équipe méritent aujourd'hui nos félicitations, tant le staff technique que les joueurs. Nous formons une grande équipe et tout le monde travaille dur en toute franchise. Nous savons tous que les grands clubs cherchent toujours à réaliser des exploits et cela ne concerne pas seulement l'entraîneur, mais aussi la direction, les joueurs et les supporters. C'est pourquoi nous accomplissons un travail colossal. En ce qui concerne les supporters, je pense que les joueurs ont plus d'expérience que moi dans le fait de jouer devant des tribunes pleines. Mais ce que je peux dire, c'est qu'il n'y a aucune différence entre les supporters du Bouldia et ceux des plus grands clubs du monde qui créent une ambiance stimulante pour leur équipe. C'est quelque chose que j'ai également constaté ici. Je le remarque tous les jours à Alger. Honnêtement, je vis une ambiance que je n'avais jamais vécue auparavant. Et c'est avec cette information qu'on arrive à la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne soirée.